Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par AndiRef. Aujourd'hui, on va rencontrer Jérôme. Avant ça, donc je me présente, je suis Pierre Minelli, cofondateur de AndiRef, je suis psychologue et designer. Et aujourd'hui, je suis associé avec Anne-Sophie. Je te laisse te présenter rapidement, Anne-Sophie, avant de nous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Guittet, je suis, formatrice en insertion professionnelle et en accompagnement auprès des travailleurs en situation de handicap, surtout sur la partie entreprise, inclusion. Et aujourd'hui avec, Jérôme Jouret, nous allons étudier et essayer de comprendre le modèle inclusif et le rôle du référent handicap dans ces modèles inclusifs. Jérôme, je vais te laisser présenter un petit peu ton travail avant qu'on puisse, échanger sur cette thématique. Bonjour à tous, je suis, Jérôme Jouret. J'ai validé, il y a environ 2 ans une thèse de sociologie qui traitait de l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés et j'ai plutôt traité de tout ce qui est, le monde professionnel de l'insertion avec les différents contextes, l'analyse du contexte spatial, l'analyse du contexte temporel et l'analyse du contexte symbolique, des travailleurs handicapés. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est de travailler autour de l'inclusion, et de pouvoir comprendre ce prisme du modèle inclusif. Je vais avoir une première question pour toi, c'est est-ce que le modèle aujourd'hui actuel de l'inclusion, peut-il être, paradoxalement renforcé par l'invisibilisation des besoins spécifiques? Ce serait de rendre la personne en situation de handicap, on va dire normale, pour gommer ses besoins, qui seraient en lien avec son handicap et du coup la rendre inclusive à tout prix. Ouais. Donc, le modèle inclusif actuel repose sur une intention très positive. À la base, c'est considérer tout le monde comme étant capable de participer pleinement à la société, sans étiquette, sans exclusion. Mais au final, dans la pratique cette logique peut parfois, mettre de côté certains besoins, certains parcours et surtout quand on confond, à la fois inclusion et traitement et l'identité du jeune. Dire finalement que tout le monde est inclus, ça peut conduire à voir, apparaître d'autres différences, des différences plus concrètes, hem parce que finalement, les besoins existent toujours, mais ils deviennent de plus en plus difficiles à nommer. Il y a énormément de 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 types de handicap et que ce soit dans le monde scolaire ou dans le monde professionnel, ça se traduit souvent par une attente derrière, finalement, parce que puisque tout est inclusif, tout est 100 en lien avec l'inclusion, là, c'est, le fait que la personne doit finalement s'adapter comme tous les autres. Donc ça peut générer cette inclusion peut générer, une dimension comme quoi il y aurait, la si la société est inclusive et bien tout le monde part sur les mêmes tout le monde part sur les mêmes bases alors que c'est pas la même chose au fond. Hem, On partirait sur, si on inclut tout le monde doit arriver au même résultat, alors qu'on ne peut pas atteindre les mêmes objectifs en fonction de la spécificité dont on a, en tant qu'individu. c'est ça, c'est ça. Donc on n'est pas forcément sur comment dire? Un processus pour améliorer, tendre à ce que tout le monde, soit inclus, mais bien à partir du moment où on a cette représentation, sociétale là qu'on est en train d'avoir vers le modèle d'inclusion, c'est de dire quoi qu'il arrive, d'office, tout doit être pensé pour que 100 des personnes puissent, ne pas se sentir exclues et donc Mmh. ça amène à du coup une dureté à partir du moment où une exclusion, arrive. Bah, c'est qu'en fait, il y a, ce que je fonctionne autour enfin, j'ai vu que, il y a le processus global de l'insertion professionnelle et il y a 2 thématiques qui sont derrière. Il y a l'inclusion où, logiquement, c'est à la structure, à l'entreprise, à l'établissement ou au monde de s'adapter aux besoins de l'individu et de l'autre côté, il y a l'intégration
où là, ça va être aux jeunes ou à la personne en situation de handicap de s'adapter à son environnement. En fait, le processus d'insertion professionnelle fonctionne en équilibre entre s'il y a trop d'inclusion, trop d'inclusion, c'est un bien grand mot, mais si tout est fait pour que la personne soit bien, parfois ça limite ses capacités ses capacités d'action. Mmh. Alors que si on lui laisse toujours une marge de manœuvre, en fait, l'inclusion et l'intégration, ce sont les 2 moteurs qui favorisent l'insertion professionnelle. D'un côté, l'entreprise doit s'adapter aux besoins, mais également le jeune doit aussi faire un effort vers l'entreprise. Il y a une forme d'équilibre Mmh. entre l'inclusion et l'intégration. Ouais, et Et l'intégration va aussi amener à ce que l'inclusion puisse, être encore plus large parce que comme tu le disais au début, il y a un nombre incalculable de situations de handicap, ce qui fait qu'être, 100 inclusif, c'est un mot qui ne peut pas exister. Enfin, c'est une tournure un peu complexe. complètement. L'inclusion se base sur, déjà des besoins qu'on aurait orientés, qu'on aurait identifiés et voir comment on peut travailler ces besoins pour pouvoir accompagner et intégrer, comme tu dis tout à l'heure, la personne en fonction d'eux. On va Mmh. pas pouvoir faire du tout inclusif. Je penserais par exemple à une personne autiste, sur une ligne de conditionnement sans aucun souci, on peut travailler, l'accompagner et autres, même d'autres pathologies, on pourrait réfléchir à ça. Par contre, dans des conditions adaptées à ses besoins spécifiques. Mmh. Quelque chose dans un niveau sonore calme, dans de la lumière tamisée, avec des choses répétitives, des fiches d'informations avec des pictogrammes, des choses comme ça. On pourrait venir travailler et accompagner la personne. Mmh. À l'inverse d'un milieu de conditionnement classique qui est très bruyant, très insécurisant par les mouvements et autres. Mmh. On viendrait inclure et adapter en fonction de ses besoins. Et c'est pour ça, il y a aussi un exemple, assez connu, d'une personne qui a un trouble visuel et qui travaille, dans la communication comment dire? Uniquement par le biais du téléphone et toutes les personnes qu'elle a en face qu'elle a au téléphone ne savent pas qu'elle a une situation de Oui, handicap. À partir du moment donné où le handicap ou la difficulté se voit pas, parfois, elle a tendance à disparaître parfois au détriment du vécu de la personne. C'est pas parce qu'une Mmh. personne, est bien dans son poste, est bien adaptée dans son poste que, elle comment dire? Elle est, elle est, comment dire? Elle est enfin, qu'il n'y a plus besoin d'adaptation. Enfin, complètement. elle n'est pas devenue un travailleur comme tout le monde. Elle est un travailleur qui a un poste adapté à ses conditions, ce qui fait qu'elle est au même niveau que tout le monde. Mais les efforts qu'elle doit fournir ne sont pas les mêmes Mmh. et son background derrière peut aussi, agir sur sa manière de se percevoir. OK, complètement. Mmh. Et pour ça, pour intégrer, adapter, on est sur de l'inclusion, on est sur, vraiment de l'insertion pure. On a les référents handicap, Mmh mh. qui sont là pour en entreprise, en structure, accompagner et faire bouger un peu les représentations du quotidien, les représentations sur les besoins spécifiques, sur, des adaptations, des choses comme ça. Aujourd'hui, est-ce que, tu aurais une définition du rôle du référent handicap qui pourrait te venir comme ça pour nous expliquer ce qu'on attendrait des missions de cette personne qui, travaillerait? Mmh. C'est vrai que j'ai le le terme de référent handicap, je les ai pas rencontrés spécifiquement. Moi, j'ai plutôt rencontré des médiateurs, en lien avec, qui faisaient le lien entre le milieu ordinaire et le milieu protégé. Mais, de ce que j'en sais, effectivement, le référent handicap en entreprise peut jouer un rôle, assez décisif parce qu'il est, il agit au plus proche du quotidien. D'abord, il a un rôle de traduction, parfois
je parle dans ma thèse de traducteur d'entreprise parce qu'il est là pour apporter les connaissances aux jeunes travailleurs handicapés ou aux travailleurs handicapés, quel que soit son âge, des clés qui lui permettront d'accéder au monde du travail. Ouais, complètement. Et pour apprendre, pour développer ces clés du milieu du travail, souvent les référents, handicap sont, dans des milieux de réseaux professionnels, et dans des réseaux très spécifiques pour pouvoir du coup, accompagner, orienter au mieux et c'est pas forcément que, des réseaux pro. Est-ce que toi, tu as pu identifier un peu des réseaux types qui pourraient, dans ton enquête, être, mis en avant pour, sur les territoires, savoir ce qui se fait? Comprendre un petit peu cette mise en avant? Heu, Concernant les types de réseaux, effectivement, j'ai pu classer certains réseaux. J'ai pu voir 2 grands types de réseaux, ce qu'on appelle un réseau interne et un réseau externe à chaque institution. Le réseau interne, il correspond aux relations entre les professionnels au sein d'un même établissement, que ce soit les conseillers, les référents handicap, les encadrants ou les directions et c'est là que se construit finalement une forme de culture professionnelle commune des façons de faire, des routines, des pratiques. Mais aussi, c'est là où apparaissent parfois des des tensions entre les différents professionnels sur la gestion de de tel accompagnement. Comment plutôt le psychomotricien va accompagner le jeune en comparaison avec le chargé de mission handicap, en comparaison avec le psychologue. Donc ça, c'est toute la partie réseau interne et l'autre partie qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est cette notion de réseau, de réseau externe, avec, toute cette construction autour d'une forme de réseau associatif parce il y a l'établissement, que ce soit la mission locale, le Cap emploi ou les ZAT, ils ne fonctionnent pas tout seuls au sein d'un environnement isolé. Ils doivent travailler avec avec les familles, avec d'autres entreprises, avec d'autres ESAT, avec avec d'autres structures, spécialisées aussi et ces différentes structures forment ce que j'ai nommé un espace interprofessionnel et cet espace interprofessionnel, c'est, c'est finalement c'est ce qui permet aux jeunes ou aux travailleurs de ne pas avoir à chaque fois parce que ce que j'ai pu voir, c'est que certains professionnels me disaient: «J'ai reçu un jeune, ça fait, heu, ça fait 20 fois qu'il raconte son parcours à 20 personnes différentes. Moi, je ne sais pas qui l'a reçu avant, je ne sais pas, ce qu'il a pu dire avant, donc comment est-ce que je fais concrètement? Donc cette question du réseau externe, elle est essentielle parce qu'elle permet de faire le lien entre les professionnels, quelle que soit leur, leur structure et lorsque dans certaines villes il y a des réseaux qui sont extrêmement développés où effectivement un jeune, on pose la question à tel professionnel, bah, il sait qu'il a été suivi par telle et telle personne. Alors que dans une autre ville, eh bien, ce jeune-là arrive pas du jour au lendemain parce qu'il y a des informations de base, mais il va devoir raconter à nouveau pourquoi il est là, quel est son projet, où est-ce qu'il doit Mmh. faire. Et à force, ce que j'ai ressenti notamment avec les quelques entretiens que j'ai fait avec les jeunes, c'est une forme de lassitude, de se dire: «Bah, à quoi ça sert que je raconte encore une fois mon parcours?» parce que j'ai l'impression que je ne suis pas écouté, en fait. Et cette notion derrière de je raconte mon histoire, je passe d'un professionnel à un autre, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose et ce qui fait que beaucoup de jeunes se démotivent complètement de l'accompagnement parce qu'ils se disent: «Bah, peut-être le mois prochain, je serai suivi par un autre conseiller C'est et ça et du coup, il y a une perte d'information à un moment donné où du coup mmh, la personne qui va être accompagnée va donner moins d'informations. Plus il va avoir d'entretien, moins il va donner d'informations parce qu'il va, pour lui, il se répète et du coup, il oublie de donner des informations qui pourraient être essentielles à mmh, son accompagnement, à son intégration, à son inclusion et c'est là où on perd, une valeur,
on perd aussi, du sens à ce qu'on fait. Parce que si on répète, on perd de l'information et nous, on va pas retransmettre du coup la bonne, information qui sera nécessaire à son inclusion. Mmh. Donc le réseau, comme tu dis, le réseau interprofessionnel, cet espace interprofessionnel, oui, on connaît tous le jeune, oui, on connaît ses besoins, on connaît aussi son employeur, on connaît, Cap Emploi, voilà, on se connaît tous entre nous. On va le présenter une fois et une fois qu'on aura fait cette présentation, on passera notre temps à travailler avec lui pour son intégration professionnelle derrière et pas pour reperdre du temps sur de la présentation et un bilan de besoins, en fait. Mmh. C'est ça, c'est ça et ce que j'ai pu voir, c'est que quand ça souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a souvent une personne, moteur ou un référent qui arrive à construire et à maintenir le réseau parce qu'effectivement on peut le construire, on peut le mettre en place, mais c'est un travail au quotidien de l'entretenir Mmh. et de le mettre en place parce que si la personne qui était au cœur de ce réseau vient à changer de métier, à disparaître, à changer, beh, parfois il y a tout le réseau qui s'effondre complètement parce que la personne qui le maintenait, beh, elle est plus là. Et du coup, c'est ça qui peut fragiliser toute la structure. Complètement, complètement. Alors, je vais te proposer un exemple, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc moi, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans un ESAT, qui mettait à disposition des usagers, donc ce qu'on appelle, vers le milieu ordinaire. Donc on accompagnait avec des chargés d'insertion, des éducateurs, une CESF, les usagers à s'inclure en milieu professionnel en lien avec, des métiers dont eux avaient les compétences et des envies et des appétences. Mmh. Alors on avait les grands domaines, restauration collective, entretien des locaux, espaces verts, pour observer et former au démarrage et après on allait vers des métiers spécifiques, de la peinture, de la boulangerie, des choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus Mmh. diverses et pour ça, on a, ces référents handicap qui aujourd'hui, scrutent les réseaux et travaillent sur les réseaux depuis une dizaine d'années. Ils sont dans des groupes de réseaux d'entrepreneurs et ils rencontrent les directeurs, les entreprises pour faire du business, on va être très clair, hein, c'est Mmh. son le but de ces réseaux et eux, leur business, c'est d'aller proposer des mises à disposition dans le but d'accompagner ces travailleurs, dans le but que les entreprises aussi diminuent leurs taxes OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et le but ultime, c'est l'insertion, c'est la formation et l'intégration en milieu ordinaire. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer des réseaux un petit peu comme ça, qui auraient pu t'inspirer, qui pourraient être construits sous ce modèle-là pour, de faire une inclusion pérenne par la suite? Ce que j'ai pu voir effectivement, c'était au tout début de ma recherche où mon objectif c'était de rencontrer toutes les MDPH de la région et 1re MDPH sur laquelle je tombe, je me rends compte qu'effectivement cette notion de réseau, ben, elle est pas présente, exactement comme tu l'indiques. Mais la deuxième directrice, de la deuxième MDPH que je rencontre me dit: «Ben, en fait, nous, on a construit un collectif qui regroupe toutes les MDPH de notre département et du coup, on fonctionne tous ensemble autour du même, de d'un même fonctionnement où il y a, où chaque MDPH garde son identité propre, où chaque, MDPH a bien son CDAPH. Mais parfois lorsqu'il y a et ça s'est avéré quand, il y a des jeunes qui changent de région ou qui changent de département, où, bah, du coup il y avait un suivi du jeune entre toutes les MDPH et où il y avait une forme de continuité entre toutes les MDPH de, de la région. Donc ça, c'est le premier exemple que j'ai et le deuxième plus parlant, cette fois, il est issu du milieu associatif. C'est une structure qui s'appelle, je sais pas si je peux en parler, Si, ici, vas-y. mais ça s'appelle la permanence du Jard où effectivement qui fait partie, des papillons blancs
de la région dans laquelle je suis, qui eux, eh bien, en fait, ils ont le rôle de médiateurs professionnels de tous les dossiers des jeunes qui sont suivis par l'association. Et par cette association-là, il y a des ESAT, il y a des IME, il y a des entreprises adaptées. Et en fait, ils ont construit un réseau associatif beaucoup plus large que celui qui était prévu à la base. Ce qui fait que cette notion de continuité, ou quand une mission locale, par exemple, rencontrait un jeune qui arrivait de on ne sait pas où, eh bien, elle avait juste à passer un coup de téléphone à la personne en charge de la médiation à la permanence du JAR. Eh bien, la permanence du JAR pouvait lui dire: «Ah oui, Lyon, elle a suivi, il est passé par ça et ça». Ouais. Par contre, ce qui pose un problème, et ce qui a été mis en avant aussi de ce point de vue-là, c'est la question de qu'est-ce que le jeune a envie de dire ou pas? Et qu'est-ce que le jeune a envie de 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 faire connaître? Parce que parfois, il a parlé de certains sujets, dramatiques ou difficiles pour lui à une personne, eh bien, il n'a pas forcément envie que tout le monde le sache. Donc il y a aussi cette question de: OK, on doit communiquer les informations, mais qu'est-ce qu'on communique? À qui on communique? Et qu'est-ce qu'on fait de la de, de la non Du enfin secret. du secret, qui entoure le jeune? Parce qu'il n'y a pas forcément de secret, je ne sais pas si dans le cadre des référents handicap, il y a cette notion de secret professionnel comme chez les médecins ou les psychologues, je sais pas, mais quand un jeune dit, déballe toutes ses difficultés à quelqu'un, il n'a pas envie de le lire. Alors parfois, ça pourrait être des éléments qui pourraient être essentiels dans la compréhension. Parce qu'un jeune qui a des troubles, et qui a des difficultés à être avec beaucoup de jeunes de son âge, par exemple, eh bien, il faut que cette information soit sue pour ne pas le mettre en difficulté. Mmh. Donc c'est ça qui est problématique, et d'où l'importance d'avoir ce réseau, de dire: «Là, j'ai un jeune qui s'appelle, voilà, que je reçois, et qu'est-ce que tu peux me dire dessus?» Elle peut lui parler du parcours du jeune, mais elle ne pourra pas lui parler des éléments précis de ses C'est difficultés, ça. sauf si le jeune le souhaite, S'il a donné son son accord. consentement ou non Mmh. sur la divulgation de ses éléments personnels, derrière, c'est une évidence de garder une cohérence de parcours, mais de conserver par biais de sécurité, mais par biais aussi que la personne a le droit à l'erreur et d'évoluer, ou simplement son intimité, de pas diffuser toutes les Mmh. informations. Et c'est ça aussi que certains employeurs ou certains référents handicap, alors il y a pas de secret, professionnel sur les référents, Mmh. mais bien évidemment à un moment ou un autre, le référent, bah, est là pour comprendre le besoin, comprendre, les besoins d'adaptation, les besoins, du coup de matériel, le besoin sensoriel, des choses complètement Mmh. différentes. Et s'il ne comprend pas le pourquoi du comment de ce besoin, il va pas pouvoir savoir où aller chercher. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une zone de confidentialité qui va devoir être mise en place, tout en y mettant, bah, un secret professionnel plus ou moins tacite entre les personnes. Et Mmh. ça, c'est important de le mettre en avant, c'est que le référent, doit savoir, accompagner en sécurisant et en gardant l'anonymat auprès de certaines sources. Mmh. Mmh. Ouais, ce degré d'anonymat, il est important. Après, les 2 exemples là que tu nous donnais, Jérôme, sont très intéressants puisqu'on est sur plusieurs organismes qui, du coup, s'allient pour mailler, et avoir cet espace, interprofessionnel. De là, on peut avoir la chance d'actionner un peu, de la pédagogie auprès de ces professionnels pour qu'ils puissent comprendre l'impact de des données aussi qu'ils ont, de comment ils vont les répandre, et peut-être tendre vers un code de déontologie interne dans ces organismes-là. Et quelque chose que j'entrevois aussi, c'est que on est dans des discussions assez binaires, enfin pas binaires, comment dire, où seulement un professionnel parle à un autre professionnel, alors que très rapidement on pourrait tendre vers une discussion tripartite avec
le jeune qui est présent et dans les cas où là tu étais en train de dire Anne-Sophie, d'adapter, un poste de travail par exemple, que le jeune puisse se faire, aider, d'un professionnel qui connaît, son parcours, sa vie et ce qui a été fait avant pour, du coup mettre des mots sur, ce que lui ne serait pas forcément très à l'aise de présenter, ça a un énorme intérêt. Alors, derrière je trouve que s'emparer de ces réseaux-là et commencer à les construire, c'est essentiel au-delà que les organismes eux-mêmes le fassent. C'est très important. Et peut-être un jour avoir un code de déontologie d'un référent qui puisse Mmh. savoir par lui-même ce qu'il doit dire ou ne pas dire. Et puis cette question du réseau, c'est aussi ce qui apporte, plus on est nombreux, plus on a de force au niveau, de la visibilité, politique et institutionnelle. Alors que, Mm. il peut y avoir un projet, excellent et exceptionnel, d'une petite structure, isolée, qui soit vraiment parfait, mais si elle n'est pas connue à l'extérieur, ça sert à rien. Alors que si cette structure faisait partie d'un réseau plus grand, eh bien, ça permettrait de diffuser plus rapidement, des informations, des idées de projets ou même des formations. Il pourrait y avoir comment dire? Un collectif de formateurs qui seraient, comment dire? Qui pourrait «voyager» entre guillemets d'une instruction, enfin d'une institution à une autre, d'un établissement à une autre. Mm. Oui, complètement. Et puis du coup, faciliter l'intégration, faciliter l'insertion, mais tout ça, ce travail-là, nous permet aussi de mettre en avant derrière le maintien dans l'emploi Mmh. qu'on aurait initialement réfléchi à tout ça. C'est beau de parler d'intégration, c'est beau de parler d'inclusion et d'arriver à inclure un travailleur en situation de handicap. Si on réfléchit à long terme, le but, c'est de le maintenir en emploi avec une évolution ou non en fonction de ce que la personne souhaite, et c'est là où il a son choix et son autodétermination à donner. Mmh. Et l'autodétermination, elle est aussi dans ce que tu expliquais, dans, être accompagné et dire ce que je veux dire ou ce que je ne veux pas dire, et puis avoir le choix de choisir le type de métier, des choses comme ça derrière. Donc C'est que ça, c'est parfois on vrai a que les voilà, et il y a la parole qui est là pour ça. Hem, c'est vrai que oui, parfois on a aussi l'impression que l'acte que le jeune, il est exclu de son propre projet professionnel parfois. Quand, complètement. quand, il est, quand, comment dire? Quand il y a énormément d'acteurs autour de lui, l'objectif, ça serait de remettre le jeune au centre de son projet professionnel. Que ça ne soit pas juste un acteur, enfin un acteur passif, mais qu'il devienne beaucoup plus actif dans ses démarches, qu'il puisse exprimer plus librement son projet, même si au départ ça peut paraître des projets plus ou moins réalistes ou pas, qu'il y ait une écoute qui lui permette que finalement les personnes qu'il rencontre puissent se dire: «Ben, on sait quel est ton projet, on sait quelle est ton envie et on va tout faire pour t'accompagner sur ton projet. Ça va prendre du temps, mais au moins on va essayer». Et Oui, parfois, on a l'impression que, le jeune est enfermé autour d'un mur de dispositifs, d'un mur d'institutions, d'un mur de choix qui ne sont pas les siens, parce qu'il peut avoir, l'objectif de devenir boulanger et on lui propose un stage en menuiserie, par exemple. Parce qu'il y a que ça de libre aussi, parce que la réalité du terrain, c'est aussi qu'il peut avoir un projet, mais il y a pas de place. Il y a pas de il y a pas de solution, alors on est obligé de mmh, trouver quelque chose qui corresponde à peu près, mais l'à Mm. peu près parfois ça Ah, ça ça déçoit. suffit pas. Mmh, Mm. du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le jeune doit devenir son propre chef d'orchestre c'est ça. pour avancer vers, même s'il va se tromper, même s'il va apprendre de ses erreurs, pour avancer et du coup se former, pour, évoluer et faire, du Mmh, coup, évoluer sa réflexion sur sa posture en tant mmh, que futur employé, en tant que futur professionnel, et c'est là où les structures qui gravitent autour de lui, ou les réseaux qui sont autour de lui sont là pour l'accompagner,
pour pas qu'il Mmh, tombe plus bas, mais au contraire pour l'aider à évoluer quand il y a un échec, quand il y a un mmh. constat de négatif pour avancer. Donc ce serait le jeune qui viendrait chef d'orchestre qui, avec ses expériences, pourrait avancer vers un milieu professionnel Heu, qui tendrait à être inclusif, tout en adaptant les besoins et en comprenant les besoins qu'il aurait, lui, en tant que jeune. Mmh. C'est ça, c'est ça. OK. J'ai envie de dire que pour finir, je vais te poser une question qui va pas être, simple et on va faire un petit peu de politiquement correct. Ah. Quelle serait ta recommandation aujourd'hui ou tes recommandations en termes de, on va dire, politique de handicap pour renforcer justement la mise en place de ces réseaux ou la mise en place de partenariats? Est-ce que toi, tu aurais des recommandations à faire, avec les constats de toutes ces tous les échanges que tu as pu observer et du coup, d'avoir quelque chose à mettre en avant. Heu, c'est une question assez délicate, mais l'élément pour moi fondamental et qui est vraiment repris par toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est le décalage entre l'injonction politique d'un côté, vous devez faire tant de chiffres, avec vos établissements, recevoir tant de jeunes et la réalité du terrain où les professionnels reçoivent un nombre incalculable de d'injonctions et de dispositifs qui sont parfois même pas pensés pour leur public et ils doivent passer leur temps à bricoler, à faire ce que j'ai appelé dans la recherche du bricolage institutionnel. Parce qu'ils peuvent recevoir un projet qui a été ponce qui a été bien travaillé, bien bien designé, mais au final, il sert pas du tout. Parce que parce que face aux jeunes, bah, ils comprennent pas les consignes, parce que le temps ne suffit pas, parce qu'il y a pas assez de 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 moyens, parce qu'il y a pas assez de temps. Parce que s'il y a une obligation de suivre, 20 jeunes, par mois, bah, il y a pas le temps pour faire un atelier collectif avec tous ces jeunes-là, ou alors travailler de manière individuelle. Donc ce que si j'avais une baguette magique ou une recommandation particulière, ça serait de de faciliter les échanges et la transmission entre les institutions politiques qui donnent des injonctions et les professionnels de terrain. Parce que souvent, bah, ils se retrouvent à parfois il y a des projets qui fonctionnent, parfois il y a des dispositifs qui fonctionnent, mais dans beaucoup de situations où des professionnels me disaient: «Bah, on a reçu ça, ben, on ne sait pas quoi en faire, on va le bricoler pour que ça soit pour que ça aille. Mmh. Mais alors que si on leur demande à eux: «Qu'est-ce que vous proposeriez comme projet?» parfois ils ont des idées, incroyables qui mériteraient d'être diffusées et qui sans appui, du réseau ou des financements, bah, ça fonctionne pas. Donc c'est ça, c'est faciliter les échanges, donner plus de parole aux professionnels du terrain et leur permettre de vraiment, être libres dans leurs dispositifs et dans leurs choix. Alors il y a une association qui a essayé et qui a mis en place, cette recommandation, c'est l'association VETA, je ne sais pas si vous connaissez? Non. Non? Alors c'est, Non. Comment tu dis? Comment ça s'appelle? VETA. Veta. VETA, V-E-T-A, donc cette association-là, c'est donc un ancien cadre de chez Andros qui avait, un de ses enfants autistes Mmh. et qui a, en partenariat avec Andros, mis, en situation de travail des jeunes autistes, qu'on aurait dit complètement, déjà désociabilisés, mais impossibles à mettre en conditions de travail, milieu protégé comme milieu ordinaire. Ils ont relevé un énorme défi, c'est qu'ils ont mis, ils ont accompagné ces jeunes à travailler, sur un mi-temps. Donc, alors à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était le matin l'emploi et l'après-midi tout ce qui était vie sociale et donc ils avaient un lieu d'hébergement collectif où ils avaient leur autonomie, où ils apprenaient à devenir autonomes sur les repas, la gestion de Ouais. leur du linge, l'entretien des locaux, leur vie personnelle, par exemple, rien qu'une chose importante, c'est que une partie des autistes arrivés ne savaient pas se laver les dents et ça, c'est des choses, des gestes comme ça qu'ils leur ont appris
et de mettre en même temps cette autonomie-là sur l'autonomie de travail et donc ils ont travaillé, là-dessus et souvent c'est des périodes d'essai, qui sont très longues sur une année ou 2 pour pouvoir former et accompagner la personne et aujourd'hui, il y a une belle réussite, c'est qu'il y a plus alors je sais plus le nombre exact, mais je crois qu'il y a une vingtaine d'autistes qui sont en CDI, Mmh. milieu ordinaire, qui travaillent sur ce mi-temps et qui sont en même temps en structure d'hébergement, accompagnés pour, leur insertion et leur inclusion. Alors là, on est sur un public très spécifique, Mmh. mais cette association-là tend à faire évoluer ce dispositif avec une réflexion, qu'ils ont et hier, j'ai échangé avec eux et ils le précisaient, c'est, pas forcément que sur les autistes, ça peut être sur des déficiences, psychiques, ça peut être sur de la pathologie, des choses comme ça et ils vont réfléchir à peut-être et faire évoluer leur système, leur inclusion et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place parce que Mmh. ça ne répondait pas aux besoins et aux constats que les parents ou les futurs travailleurs avaient et donc il y a des associations qui se sont substituées à ces milieux pour justement créer et innover en termes d'accompagnement, et ça, c'est intéressant à avoir en tête que des petites graines semées et ben, voilà, ces Mmh. référents dans ces réseaux, bah, c'est aujourd'hui ce qui a donné lieu à cette association-là, qui a pu être, mise en place et qui a pu évoluer. Alors nous, elle est très présente sur le département et il y a beaucoup d'inclusion et d'insertion, et ça a donné lieu à des vraies intégrations derrière, personnelles, Mmh. et professionnelles. Donc vraiment, moi je suis certaine que ce que tu disais Jérôme de dans les réseaux, travailler en commun, on peut réussir à inclure Mmh. après nos jeunes et tout en leur donnant la place de chef d'orchestre. C'est ça, c'est ça. Et encore une fois, on voit que dans ton exemple que, c'est un chef d'entreprise qui a fait qui avait un enfant en situation de handicap. Donc il était il avait envie du mieux pour son enfant et parfois quand on a envie du mieux pour son enfant, on a envie que tous les enfants qui sont dans la même situation que son propre enfant aient cette même chance. Et c'est comme ça que sont construites les associations et c'est comme ça que se constitue, le lien entre le handicap et le monde de l'entreprise. Complètement, Mmh. complètement. Donc ça permet de jouer sur nos représentations aussi, ces associations-là, sur, nos stéréotypes, de mettre en place de la coopération, créer un lien autour du jeune, créer un lien autour du futur professionnel Mmh. pour l'accompagner et de pouvoir, faire des expérimentations pour avancer avec le jeune, pour, l'accompagner à devenir futur professionnel derrière et je pense que c'est vraiment nécessaire que tous ces référents-là travaillent sur un réseau Mmh. d'accompagnement, de politique d'accompagnement, et que l'État puisse aussi avoir un œil plus de questionnement, plus d'accompagnement, que de directives derrière pour, qu'on puisse adapter les politiques de handicap. Mmh. Mmh. Je crois qu'on a réussi à boucler la boucle. On avait commencé par la représentation sociale, la norme sociale qui était celle, d'aujourd'hui sur, l'inclusion, inclusion et insertion et on en arrive au final à se dire que heureusement qu'il y a des gens qui amènent de nouvelles initiatives pour transformer encore une fois la perception de tout le monde, avec ce prisme d'insertion professionnelle, et plus spécifiquement par les jeunes. En tout cas, merci beaucoup à tous les 2. C'était vraiment génial d'échanger avec vous. Vraiment, je vous invite à suivre, les prochaines, pistes et innovations, de recherche qu'amènera Jérôme parce que, bah, aller sur vraiment des prises de notions, très théoriques et arriver sur, du concret, c'est pas donné à tout le monde et tu nous as permis d'avoir, vraiment une vue très exhaustive de la situation actuelle, jusqu'à même des recommandations, très très concrètes. Donc merci à toi. En tout cas, j'espère que tu reviendras très rapidement nous parler d'une prochaine recherche, Avec plaisir. ouais, vraiment top et bah, merci aussi Anne-Sophie. Merci à vous 2. Jérôme, merci. Merci de la lecture aussi, de ta thèse, parce qu'elle nous a aussi permis, nous, de faire grandir, nos réflexions. Donc, c'était très instructif. Et puis, oui, on vous dit à bientôt sur la suite, sur un prochain webinaire, d'Andiref. Et puis, merci à Jérôme. Bonne suite à toi. Et Merci puis, beaucoup. à bientôt pour de nouveaux échanges. Salut.